Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre les 5e et 6e débats des municipales sur France 3 Poitou-Charentes. À 21h50, il sera question de Niort avec Laïd Beritane et Vincent Hulin. Mais dès à présent, plein phare sur La Rochelle. À mes côtés pour animer ce débat, Gérald Paris. Bonsoir Gérald, journaliste à France Bleu La Rochelle. Avant de présenter les candidats, dites-nous en davantage sur les thèmes qui seront abordés durant ces 45 minutes, Gérald. Alors, premier thème ce soir, l'environnement, cadre de vie, propreté et urbanisme. Le mot végétalisation revient beaucoup dans vos programmes. Planter des arbres et repenser peut-être certains lieux de vie de La Rochelle. Pour la propreté, certains d'entre vous sont même prêts à verbaliser les dépôts sauvages de poubelles avec la vidéosurveillance. Second thème, mobilité et stationnement. Pour ou contre la gratuité des bus, un sujet sur lequel visiblement vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Certains prônent la gratuité toute l'année, d'autres tous les samedis et même on parle d'un tarif social. La circulation sur le Vieux-Port doit-elle être repensée? Faut-il aller jusqu'à un centre-ville interdit aux voitures? Enfin, sécurité et citoyenneté. Faut-il étendre le dispositif de vidéosurveillance et ou renforcer la police municipale? Un thème où l'on parlera aussi de budget participatif pour associer les citoyens aux décisions. Voilà, du concret. Et pour en débattre, nous recevons sur ce plateau 6 des 7 candidats aux municipales rochelaises. Et voici dans l'ordre du tirage au sort effectué juste avant cette émission, Jean-François Fontaine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant et vous menez la liste Tous Rochelais, liste soutenue par La République En Marche et par le Parti Socialiste. Jawad El Marbou, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous êtes tête de liste Oui à La Rochelle Unie, liste du mouvement citoyen rochelais, soutenu par Génération, le MRC, la gauche républicaine et socialiste, ainsi que le Parti communiste. Martine Wittevert, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes tête de liste La Rochelle En Commun, soutenu par la France Insoumise. Olivier Falorni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Charente-Maritime, tête de liste La Rochelle, le renouveau 2020. Jean-Marc Soubeste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Ensemble Osons l'écologie, liste soutenue par Europe Écologie Les Verts. Et enfin Bruno Léal, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste La Rochelle On t'aime. Vous êtes membre des Républicains et votre liste est, selon vous, celle du Rassemblement de la droite et du centre. 6 candidats sur ce plateau, mais 7 listes à La Rochelle, puisqu'il y a également celle menée par Antoine Colin, intitulée « Faire entendre le camp des travailleurs », liste investie par Lutte ouvrière. Alors Gérald Paris l'a rappelé, comme dans la plupart des grandes villes, les questions environnementales sont une des priorités absolues. Jean-François Fontaine, vous êtes le premier à prendre la parole suite au tirage au sort. Parmi vos propositions, vous parlez de forêts urbaines à créer à La Rochelle. Bien sûr, il faudra verdir un certain nombre de quartiers de La Rochelle. Et quand on échange avec les Rochelais, on le voit très clairement. Je vois par exemple devant la gare, on va végétaliser plus qu'on ne l'avait prévu. Quand je vois un grand équipement comme les archives municipales qui vont s'installer à Mireuil, c'est un toit entièrement végétalisé qui sera fait. Sur la question environnementale, nous partons avec un socle de ce que nous avons réalisé. Ces 6 dernières années, La Rochelle s'est transformée avec des pistes cyclables sécurisées. Et d'ailleurs, nous avons été notés la première ville de France dans notre catégorie en termes de pistes cyclables. Nous avons augmenté le réseau de bus, plus tard le soir. Ça, on en parle pour la mobilité. Cadencé. Mais nous avons aussi fait un grand projet sur Tadon, qui est de remettre un marais en eau pour le faire vivre. Et puis, nous avons fait une très grande exposition pour sensibiliser qui s'appelle Océan Climat. Donc, le travail sur la question environnementale est très important. Pourquoi ? D'abord, on a subi que Cynthia, il y a 10 ans, une partie de La Rochelle a été submergée. Donc, on doit à la fois protéger les habitants par des travaux de protection, mais surtout essayer d'agir pour l'avenir. Alors, pour l'avenir, nous allons évidemment continuer cette politique environnementale, mais avec un axe, un cœur d'axe qui s'appelle territoire zéro carbone. C'est la priorité absolue pour vous au niveau environnemental, zéro carbone. C'est ce qui D'ici combien de temps, s'il vous plaît ? De notre projet. D'ici combien de temps, zéro carbone ? L'Union européenne s'est donné un objectif 2050. Pour La Rochelle, nous nous sommes donné un objectif 2040. Et ça trace tous les domaines de l'urbanisme, bien sûr. On va y revenir, aux bien déchets. sûr. Jawad El Marbou, vous souhaitez investir dans l'agriculture urbaine ? Entre autres. Alors nous n'avons pas de bilan puisque je représente une liste citoyenne qui a démarré son projet depuis à peu près 2 ans.
Et nous avons des valeurs de gauche et nous sommes effectivement soutenus, comme vous l'avez dit, par la Génération S, le mouvement, le Parti communiste et d'autres, le MRC et d'autres partenaires. Alors, votre priorité absolue en termes notre priorité, environnementaux. par exemple, en matière de... Nous n'avons pas de bilan, mais nous avons un projet. Et en matière d'environnement, concrètement, nous souhaitons d'abord rendre notre ville, la rendre beaucoup plus modèle et effectivement la végétaliser beaucoup plus. Nous voulons aussi rattraper ce qui n'a pas été fait en matière de plantation d'arbres. Et nous voulons, par exemple, un arbre par naissance qui sera planté tout au long de la mandature. Et ça, on verra que vous n'êtes pas le seul à proposer un arbre par naissance. On a été les premiers à le faire. Martine Wittwer, vous souhaitez une diminution de 25% des dépenses électriques. Sur combien de temps et de quelle façon, s'il vous plaît ? Alors d'abord, pour nous, tout projet doit aujourd'hui répondre aux exigences de l'urgence climatique et donc intégrer un bilan carbone. Aujourd'hui, les projets qui sont évoqués donc, par le maire sortant, entre autres le territoire zéro carbone, ne prend pas en compte l'ensemble des émissions de carbone qui vont être émises du fait d'aménagements futurs. Entre autres, par exemple, le port de la Palisse, où il n'y a aucune étude qui a été faite sur les impacts par rapport à l'agrandissement du port, entre autres. Et donc, tout l'impact écologique, d'émissions de carbone qui résulte de ça, il n'y a pas d'acheminement de prévu. Et donc, pour cette raison, nous, on propose de revoir entièrement le PLUI. Pour intégrer dans le PLUI, normalement, ça devrait être un aménagement de l'espace et donc qui prend en compte toutes les dimensions du cadre de vie. Et dans ce PLUI, il va falloir davantage de puits de carbone pour pouvoir absorber toutes les émissions. Et c'est entre autres, quand on parle d'arbres, c'est plusieurs milliers d'arbres qu'il faudrait pour absorber les émissions de carbone. Et donc, on n'est pas à quelques unités d'arbres nécessaires. Ouais, plusieurs milliers comme à Bordeaux ou Toulouse, ça a déjà été annoncé. Monsieur Olivier Falorni, vous parlez de reconquête végétale avec 500 arbres plantés chaque année, arrêt de la bétonisation. Vous parlez de végétalisation, c'est important aussi des cours d'école, faire revenir un peu de frais dans les cours d'école et puis même végétaliser les toits de La Rochelle. Oui, vous savez, Sully, le Premier ministre du bon roi Henri IV, très aimé des Rochelais, disait que labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la France. Si on doit résumer les 6 années que nous venons de subir, je dirais que enfumage et bétonnage ont été les deux mamelles de l'urbanisme pratiqué par la municipalité actuelle. Les deux mamelles, elles produisent du lait. En l'occurrence, enfumage et bétonnage, on produit du lait, LAID, puisque, oui, La Rochelle a changé. Elle s'est enlaidie dans beaucoup de quartiers, elle s'est bétonisée à l'excès, et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment un besoin de sortir de la couleur grise, qui symbolise un peu ce mandat finissant, et d'y mettre effectivement du végétal évidemment sur un certain nombre de projets. Je pense en particulier à la friche du Gabu, qui vise à être complètement emprisonnée, enfermée, alors que c'est probablement le plus beau site de La Rochelle. De sanctuariser les parcs et jardins, qui ont été soit abandonnés, soit menacés, et il a fallu les citoyens pour qu'ils se battent et obtiennent des résultats. C'est pour ça que je parle d'enfumage des citoyens. Et donc nous avons aujourd'hui un enjeu majeur, c'est de faire une reconquête végétale, avec notamment 500 arbres plantés chaque année, mais il y a bien d'autres mesures, parce que notre ville est devenue une ville bétonnée à outrance. Jean-Marc Soubès, j'imagine que vous, l'écologiste, ça vous fait plaisir d'entendre autant de propositions qui vont dans le sens écologique. Bien sûr, la multiplicité des propositions est intéressante, mais elle ne fait pas programme, elle ne fait pas surtout système. Aujourd'hui, on a besoin de fabriquer la ville autrement, on a besoin de fabriquer la ville autrement pour répondre à 2 urgences. L'urgence climatique, et ça tout le monde en parle, et puis l'urgence sociale. Donc fabriquer la ville autrement, ça veut dire permettre aux individus de se loger, et aux familles notamment qui ne trouvent pas de logement suffisamment bon marché pour se loger. Et puis ça veut dire aussi adapter la ville au changement climatique. Pour nous, adapter la ville au changement climatique, c'est évidemment
créer des îlots de fraîcheur, redessiner les cœurs de quartier pour diminuer les mobilités, faire des circuits courts. Et puis surtout, c'est construire un territoire plus autonome, plus résilient, qui va être plus à même d'amortir les chocs, c'est-à-dire un territoire qui va produire une alimentation plus autonome, qui va évidemment produire son énergie et qui va mieux résister au choc, parce qu'aujourd'hui, le défi, il est là, résister au choc du changement climatique. Bruno Léal, vous, c'est intéressant, dans votre programme, on trouve une transformation de la place de Verdun en jardin paysager pour en faire un lieu un petit peu plus convivial, avec des bancs, avec de la végétation, des plans d'eau. Je crois que tout le monde autour de cette table a envie de faire quelque chose pour cette place de Verdun, mais vous avez une vision bien précise, par exemple. Nous voulons effectivement faire de la place de Verdun un lieu convivial, un lieu agréable et un lieu où les Rochelais auront plaisir à se retrouver. Alors nous voulons effectivement l'aménager, y installer un point de fraîcheur d'eau, soit une fontaine, soit un miroir d'eau. Nous voulons y installer des aménagements paysagers, de la verdure, des bancs publics pour que les Rochelais puissent s'y poser, échanger, discuter. Effectivement, une place de Verdun conviviale, chaleureuse et agréable, avec un vrai parvis devant la cathédrale. Et effectivement, ça permettra de recentrer également, de rééquilibrer le centre-ville du Vieux-Port jusqu'à Verdun. Mais sur la question que vous avez posée, moi je voudrais dire que la liste que je mène a aussi bien entendu une préoccupation écologique. Mais nous prônons une écologie équilibrée, une écologie intelligente, une écologie qui ne soit ni dogmatique ni punitive. Et je donnerai quelques propositions. Nous voulons d'abord que notre ville soit une ville éco-responsable, avec pour chaque décision municipale un indicateur impact carbone. Cela aurait par exemple évité que nos professions de foi partent de La Rochelle à Pessac et reviennent de Pessac à La Rochelle. Nous voulons effectivement planter un arbre par naissance à La Rochelle, environ 700 arbres par an, et nous voulons qu'il y ait également dans la ville la création d'une maison écologique modèle pour enseigner à chacun les petits gestes du quotidien. Parce que l'écologie, c'est à la fois une politique, mais ce sont aussi les petits gestes de chacun, chaque jour. Jean-François Fontaine, Olivier Falorni, vous êtes traité de maire bétonneur. J'imagine que vous avez envie de répondre à cette accusation. Non, parce qu'elle est dérisoire. Si vous savez, les Français et les Rochelais ont qualifié La Rochelle la 3e ville de France parmi toutes les tailles de villes où il fait le plus bon vivre. Donc la réponse est immédiate. Et puis, ce qui est important, c'est ce qu'a dit Jean-Marc. Il nous faut continuer à loger les Français, oui, les Rochelais aussi, ont mis La Rochelle 3e ville de France dans la catégorie des villes où il fait bon vivre. C'est la réalité, je sais qu'elle vous déplaît, mais c'est la réalité. Non, elle déplaît aux Rochelais. Je dis simplement qu'il faut le construire modérément avec un nouveau PLUI que nous avons adapté à la situation. Je crois que si on posait la question de savoir s'il fait bon vivre à La Rochelle, si on posait la question aux habitants des quartiers de Villeneuve ou de Mireuil, je pense que vous n'auriez pas la même réponse. Qu'on n'aurait pas le même classement. Absolument. Donc pour nous, l'aménagement de l'espace urbain, c'est pas seulement rendre la carte postale de La Rochelle plus jolie, c'est rendre la ville plus vivable. Et donc en répondant notamment à des urgences qui sont à la fois l'urgence écologique. Et donc pour cette urgence écologique, quand on dit planter des arbres, c'est pas pour décorer la ville, c'est aussi pour absorber les émissions de carbone principalement. Et lorsqu'on construit, lorsqu'on détruit, lorsqu'on reconstruit, on fabrique des émissions de carbone. Jawad El-Marbou sur le bien vivre à La Rochelle. Alors, ce que j'aimerais rappeler à mes amis, c'est qu'il ne s'agit pas de 500 ou de 700 arbres dont on a besoin, mais bien plus. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de naissances à La Rochelle? Il y en a 2000. Donc, nous, c'est 2000 arbres. Par an? Par an. Il en faudrait 140 000 pour absorber les 2000, émissions de carbone. et vous voyez, on est loin du compte. Donc, et on est loin du compte parce qu'on a aussi un retard à rattraper sur cette question par rapport à la plantation des arbres, puisque par rapport à la mandature d'avant, il y a eu 2 à 3 fois moins d'arbres qu'avant de planter. Donc, il faut qu'on accélère et qu'on inverse la tendance. C'est ce qu'on se propose de faire. Et Jean-Marc Soumest, on moi, ça m'étonne toujours, effectivement, d'entendre des critiques des constructions qui se sont faites sur La Rochelle. Je rappelle que vous êtes dans l'équipe municipale. Notamment les constructions présentes, parce que finalement, quand on regarde l'histoire de la ville de La Rochelle, l'extension urbaine, notamment sur les quartiers péricentraux, elle date du milieu des années 70. Les Minimes, les lotissements de Petit Marseille, les lotissements de Beauregard. On a une extension de la ville pour loger des habitants, et d'ailleurs avec une population qui diminue. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que finalement les problèmes que l'on a sont liés au modèle économique de l'attractivité, de la compétitivité dans laquelle tout le monde ici, ou presque,
met notre ville. Et c'est ce qui amène les problèmes de logement, c'est ce qui amène la concurrence pour le logement entre le Airbnb, entre l'offre touristique et les salariés de notre ville. Et c'est ça qui pose aujourd'hui des problèmes et qui conduit à mettre en œuvre des projets qui ne sont pas compatibles effectivement avec l'objectif climatique. Donc on doit avoir, et nous c'est ce qu'on propose, dans les projets urbains qui sont inscrits au PLUI par exemple, on doit bien en amont de leur sortie les co-construire avec la population à partir de chartes d'urbanisme qui sont inscrites dans notre programme. Vous, charte d'urbanisme, Olivier Falorni, charte des paysages verts, tout ça, ça se rapproche un petit peu. J'en ai vu aussi chez Jean-François Fontaine. Oui. Non, mais la différence, c'est que les bétonneurs d'aujourd'hui ne pourront pas se prétendre être les jardiniers de demain. C'est toute la différence. C'est la différence entre un actif et un passif. Donc, en l'occurrence, je pense qu'effectivement, nous ne vivons pas dans la même ville. En tout cas, moi, je vis à La Rochelle depuis ma naissance. Ça fait 47 ans que j'arpente cette ville avec passion. Cette ville est belle, mais elle est beaucoup moins belle dans un certain nombre de quartiers. Je dis quartiers qui s'asphyxient, parce que construire, bétonner, c'est aussi générer un trafic automobile, qu'on le veuille ou non, supplémentaire. Parce que, là aussi, sortons du dogme. Quand l'on construit, on amène des voitures supplémentaires dans des logements qui sont censés d'ailleurs accueillir des familles et qui, vous parliez de Airbnb, de la logique spéculative sur un certain nombre d'appartements, ne le font pas. Donc l'environnement, c'est effectivement prendre en compte cette réalité de cette ville aujourd'hui qui est bétonisée. Et si vous retrouvez effectivement dans tous les programmes la végétalisation, et notamment dans le programme du maire sortant, c'est vraiment qu'il y a un problème. Bruno Léal, très très court, après on passe sur moi je voudrais juste dire que je suis ici dans la cohérence. Je ne suis pas dans la situation de critiquer aujourd'hui ce que j'aurais pu soutenir pendant 5 ans. Monsieur Falorni, vous étiez avec Monsieur Soubest et Monsieur Fontaine il y a encore moins d'1 an. Ah monsieur, je ne suis plus membre du conseil. Vous aviez des relais au conseil municipal. Non, je n'ai aucun relais, aucun tuteur, aucun mentor. Je voudrais, si vous le permettez, très rapidement, si on passe à l'autre sur ce dossier-là, j'ai toujours été dans la cohérence. On a plusieurs défis à relever. Loger les Rochelais, loger ceux qui s'installent à La Rochelle, loger les étudiants, loger les vacanciers, les touristes, parce que notre ville est touristique. Face à cet enjeu, il faut avoir une attitude équilibrée. Certes, actionner le levier des constructions neuves, en respectant le paysage rochelais, en respectant les Rochelais, en respectant la mobilité, la vie, mais aussi actionner beaucoup plus le levier de la réhabilitation. Il y a 3500 logements vacants à La Rochelle. Il faut les réhabiliter pour y loger des Rochelais. Il est temps de passer au deuxième bloc thématique du débat, savoir les questions de mobilité. Vous pouvez répondre après, mais dans ce cas, vous prendrez sur le temps de parole du second thème. Mobilité, stationnement, circulation. Alors, entre gratuité des bus et schéma de circulation près du Vieux-Port, vous n'avez pas la même vision des choses. On commence avec vous, Jean-François Fontaine. Ah si, moi j'ai une vision très très claire des choses. Nous avons besoin de rentrer dans un nouveau monde en termes de mobilité. Ce nouveau monde, il est bien sûr avec plus de facilité pour la marche à pied, pour des distances courtes. Il est avec des pistes cyclables. On a fait un long chemin en piste cyclable, mais il reste encore beaucoup à faire, on en a pleinement conscience. Il nous faut continuer à améliorer l'offre de bus. Vous savez, l'offre de bus, elle concerne la ville, mais elle concerne toute notre agglomération. Mais pas de gratuité. J'y viens. Ensuite, il nous faut transformer les bus. Vous allez avoir arrivé des tramways bus d'Alstom dans quelques semaines à La Rochelle, sur la ligne 4 notamment. Il nous faut développer l'usage de TER. Nous avons remis en route une gare de TER à La Jarrie, dont l'usage est en forte croissance. Les Rochelais prennent de plus en plus le transport collectif. Et non, pas de gratuité pour tous, mais gros efforts pour ceux qui ont des budgets limités. Aujourd'hui, 4200 Rochelais bénéficient de la tarification sociale et solidaire. C'est une très belle réussite de ce programme. Gérald Paris, France Bleu, La Rochelle. Olivier Falorni, on entend cette tarification sociale. Vous souhaitez aller plus loin, proposer la gratuité, non pas tous les samedis, comme le propose M. Léal, mais toute l'année. Et financièrement, c'est jouable pour vous. Oui, alors j'entends M. Fontaine dire qu'il faut rentrer dans le nouveau monde. Ça fait 2 ans et demi qu'on le subit, le nouveau monde. Alors je sais qu'il est soutenu par les Républiques En Marche, mais il y a des formules comme celle de Folie Furieuse pour qualifier les bus gratuits. Alors je rappelle qu'il y a
plus d'une trentaine de villes en France qui le pratiquent, le Luxembourg qui le pratique sur l'ensemble de son territoire, et folie furieuse était l'expression utilisée par le patronat en 1935 pour parler des congés payés qui étaient prévus par le Front populaire. Donc il y a des formules qui sont Donc très vous êtes malheureuses. favorable au bus Monsieur gratuit, Fontaine. Bill Fallon. Je suis favorable au bus gratuit parce que c'est une mesure du XXIe siècle. C'est une mesure sociale qui n'est pas stigmatisante parce que le tarif social, il est complexe et il est stigmatisant. Et c'est une mesure environnementale, bien sûr. Et vous savez, La Rochelle, sous Michel Crépeau et Maxime Bonneau, a toujours eu un train d'avance. Et là, j'ai l'impression qu'avec M. Fontaine, on a 15 bus de retard. Vous avez un débat ensuite concernant la ville de Niort. Quand j'entends M. Fontaine, le bus gratuit, c'est une folie furieuse, Niort l'a fait. Quand on propose une grande salle de spectacle de 5000 personnes, c'est pas possible, c'est déficitaire, Niort l'a fait. Mais quel abaissement d'ambition pour notre Et ville. vous chiffrez cette Alors, mesure on va repasser, parce qu'en fait, c'était à Jawad Al-Marbou de parler en numéro 2, donc on va reprendre le fil. Et puis, voilà, Olivier Florent a déjà fait, du coup, son passage. Jawad Al-Marbou, sur la mobilité, sur le bus gratuit, par exemple. Alors, par rapport au bus gratuit, nous sommes pour la gratuité totale et non la gratuité bisextile ou non la gratuité temporaire du week-end. Vous êtes pour une amélioration, par exemple, de la fréquence. Ça va absolument, avec, absolument. Il faut proposer une offre supérieure. Absolument. Et être progressiste, c'est aussi ça. C'est-à-dire faire ce que d'autres ne font pas ou ou imiter les meilleurs. Hein. Donc, on finance comment, pardon? C'est une question que souvent les gens nous posent. Alors, curieusement, au niveau du financement, nous avons trouvé différents moyens pour le financer, notamment par rapport aux entreprises, notamment par rapport à des économies. Donc, par exemple, on peut aller jusqu'à 2% de participation pour les entreprises, mais notamment aussi par des économies que l'on peut faire sur d'autres budgets. En fait, c'est une simple décision, volonté politique. D'autres l'ont fait. Ce qui est possible pour d'autres peut l'être aussi pour nous. Et je crois que Martine Wittwer est d'accord avec vous. Vous aussi, vous proposez la gratuité du bus. Alors nous, on propose non seulement la gratuité du bus, mais aussi la révision de la séquentialité des parcours du bus et aussi l'extension. Parce que, en fait, le principal problème à La Rochelle qui fait que les gens se sont éloignés du centre-ville, c'est le coût du logement. Il faut voir, il y a une spéculation foncière énorme qui s'est développée d'une manière exponentielle d'ailleurs au cours des 6 dernières années et qui fait qu'en une seule année, le logement a pris plus de 8% au niveau du prix du foncier. Donc, notre mesure de proposer le bus gratuit et son extension répond à un besoin social qui fait que ce sont les familles les plus modestes et en tout cas toutes celles qui ne peuvent plus accéder au centre-ville de La Rochelle qui ont dû se loger en 2e et en 3e couronne. Pour le financer, c'est pas compliqué. Il y a 6 millions à trouver. Il y a effectivement la part de collecte des entreprises, mais il faut savoir que c'est une disposition qui relève de la CDA. Et au niveau de la CDA, il y a une délégation de service public qui est menée par Transdev, qui empoche 2,5 millions de dividendes par an. Donc déjà, en remunicipalisant, parce que nous sommes pour l'abandon des délégations de service public, en remunicipalisant, on retrouve du budget pour financer. Jean-Marc Soubest, vous, c'est le tarif social. Vous trouvez ça attrayant? C'est déjà en place, d'ailleurs, à La Rochelle. Il ne faut rien toucher, il ne faut rien modifier, peut-être augmenter les fréquences? C'est un peu réducteur de penser notre politique de transport et de mobilité, surtout. Et pas de gratuité. Avec la tarification sociale. On ne peut pas penser le transport uniquement par le bus, et on ne peut pas uniquement penser les mobilités avec la gratuité. C'est comme si, dans les années 70, on se disait qu'on allait tout résoudre avec la voiture. Alors effectivement, on a tout résolu peut-être 10 minutes avec la voiture, et puis aujourd'hui, on se retrouve avec des villes qui sont complètement asphyxiées. Donc c'est une multiplicité de solutions qui permettent de résoudre à la complexité du problème. Le bus est une solution. Faire passer le bus de 5% de part modale à 10% de part modale, c'est un enjeu. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des bus qui passent régulièrement. Il faut qu'il y ait des amplitudes horaires importantes. Et il faut bien évidemment que l'accès à ce bus soit facile pour les habitants. Ça suppose bien évidemment des investissements importants sur le réseau. Et ça suppose un budget de fonctionnement très, 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 très élevé. Il n'y a que comme ça que l'on pourra, et avec d'autres politiques de mobilité, qu'on pourrait résoudre. Exemple, juste un exemple pour développer. Juste un exemple. Dunkerque, c'est 200 millions d'euros avant de mettre la gratuité. Avant de mettre la gratuité. On ne met pas la gratuité. Bruno Léal, vous êtes pour la gratuité, mais uniquement les samedis. Uniquement le samedi. La mobilité, c'est le quotidien des Rochelais.
Et voilà un sujet sur lequel je me suis opposé dès le départ au tandem Fontaine-Soubest qui entend se reconstituer le 16 mars prochain. Pas du tout. Une démarche équilibrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai entendu M. Fontaine vous tendre la main il y a 2 jours à la radio, mais peu importe, je reviens au sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encourager ceux qui veulent marcher à être piétons, ceux qui veulent faire du vélo à faire du vélo, encourager à prendre les bus, et je veux effectivement que le bus soit gratuit tous les samedis de l'année, je le chiffre, ça coûterait 500 000 €. En revanche, je ne veux pas par idéologie, par dogmatisme, faire la guerre, être dans une démarche punitive à l'endroit de tous ceux qui ont besoin de prendre leur voiture au quotidien, notamment pour des trajets domicile-travail. Monsieur Elmarbou, vous avez, vous, concernant la mobilité, des idées de zone bleue en hypercentre pour proposer 1 heure de stationnement gratuit aux véhicules. Et puis vous voulez introduire aussi des trottinettes électriques géolocalisables. Géolocalisables, oui. Comme dans d'autres villes. Vous voyez, on souhaite que La Rochelle soit beaucoup plus innovante qu'elle ne l'est actuellement. Nous avons un peu de retard, mais on peut le rattraper. Ce que je voudrais dire par rapport à la mobilité, par rapport au bus, nous avons mené une enquête dans un quartier et nous avons eu 80% des gens de Villeneuve qui se sont prononcés pour la gratuité du bus. Alors nous, on écoute les Rochelais. Donc, par rapport à ça, et ensuite, encore une fois, c'est une volonté, et nous souhaitons véritablement le faire. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, parce que nous souhaitons aussi réaliser, par exemple, une étude de faisabilité sur le tramway, puisque nous avons Alstom qui est présent. Et quand je dis tramway, c'est le tramway comme à Nice, le X7 ou le truc, c'est-à-dire on peut voir un peu plus grand et à l'échelle aussi de la CDA. Avec une desserte par exemple sur l'université, vous avez des... Bien sûr. Et donc c'est ça aussi, avoir dessiné une ville qui peut être référente. Donc c'est aller plus loin et ne pas se contenter du minimum. C'est-à-dire que en matière de mobilité, alors je suis d'accord qu'il faut aussi conjuguer les modes de transport. Et nous sommes aussi pour un pass TER, si vous voulez. Jean-François Fontaine, peut-être pour répondre à ce que vous dites, Oui. M. Elmarbou. Vous savez, gouverner, c'est choisir. C'est faire des choix clairs. Et quand on dit qu'on fait la gratuité, ça veut dire qu'on prive sur le mandat les recettes de l'agglomération, parce que c'est de l'agglomération qu'il s'agit, d'environ 50 millions d'euros. Eh bien, gouverner, c'est de dire, voilà où je vais supprimer les 50 millions d'euros sur un mandat. Ça, c'est être responsable et honnête que de le dire. Ensuite, vous parlez de tramway, je l'ai indiqué tout à l'heure. Vous allez voir arriver dans quelques semaines sur la ligne qui va à l'université, la ligne 4, des bus électriques qui n'ont plus besoin de câbles, puisque maintenant ils fonctionnent avec des batteries et ils ont des roues avant. Vous allez voir, c'est un matériel formidable. Nous sommes 3 villes françaises à les recevoir dans quelques semaines. Il y a Grenoble, il y a Strasbourg et il y a La Rochelle. C'est ça une belle ambition pour le transport. On passe, s'il vous plaît. Non, j'aimerais bien que vous puissiez répondre, mais ça va très vite. On va déjà sur le 3e bloc thématique, question portant sur la sécurité. C'est important, la sécurité bien sûr, et la citoyenneté, parce que vous avez tous des propositions à faire par rapport à la participation des Rochelais dans les affaires de la ville. Jean-François Fontaine. Alors sur la sécurité, il faut voir la sécurité de manière globale. Vous voulez étendre la vidéosurveillance, vous Attendez, avant de venir sur la surveillance, ce n'est qu'un des éléments. Oui, bien sûr, premier élément, sécurité contre les submersions. C'est les travaux que nous avons menés pour empêcher que la mer nous envahisse. Et puis aussi essayer d'anticiper l'avenir. Sécurité, actuellement, sur le plan sanitaire. Nous rentrons dans une crise grave. Il ne faut pas, je dirais, en surestimer les impacts, mais nous rentrons dans une période où nous devons tous agir. J'aurai demain matin une réunion où j'annoncerai toutes les mesures que nous prenons pour essayer de ralentir la propagation du virus. Et ce que nous disent tous les spécialistes, ralentir la propagation, c'est en limiter les effets. Et enfin, sur la sécurité urbaine, j'avais pris un engagement sur des caméras. J'ai tenu cet engagement. On a mis en place tout le dispositif, c'est-à-dire des écrans de surveillance, quelques caméras, parce que nous voulons faire ça de manière très modérée. Et puis, comme on voit qu'il y a une demande sur certains quartiers, en complément de ce que nous avons déjà fait en ville, en centre-ville. Centre-ville, c'est là où nous avons subi le plus d'alerte, entre guillemets. Et donc, il y en aura quelques-unes de plus. Oui, aux caméras, mais de manière raisonnable et très précisément mise là où les citoyens le souhaitent. Gérald Paris. Avec de la vidéosurveillance, notamment du côté de la plage de la concurrence qui se précise. Monsieur Jawad Elmarbou, vous souhaiteriez, par exemple, recruter 5 policiers municipaux par an, des policiers d'ailleurs non armés, vous le précisez. Absolument, nous sommes contre l'armement, parce que
pour nous, il y a la police nationale qui, d'entrée de jeu, est armée, et la police municipale, c'est pas sa vocation que d'être armée. Maintenant, on veut aussi une police municipale maritime. Petite précision. Ce serait une innovation, parce que toutes les villes n'ont pas des polices municipales maritimes, parce qu'il se passe aussi des choses sur la mer. Maintenant, au niveau de la sécurité et au niveau des caméras, d'abord, premièrement, nous ne sommes pas pour les caméras, parce que nous estimons que un problème, ça ne résout pas le problème de fond. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et les caméras, ça permet simplement parfois de déplacer le problème, mais ça ne le résout pas. Donc il faut voir de façon beaucoup plus... Mais ce que je voudrais dire aussi... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, par rapport à la sécurité, ce qui m'intéresse, moi, c'est la sécurité écologique. Et là, il y a un déficit, hein, notamment par rapport aux zones Céveso. Hein, donc il y a la sécurité sociale. Et puis, il y a bien sûr la sécurité physique. Martine Wittevert, j'imagine que vous êtes peu ou prou d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses à préciser quand même, parce que ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à la sécurité, ce que vous entendez par la sécurité, c'est toujours effectivement ce qui a trait à la vidéosurveillance et à la police municipale. Moi, je voudrais juste dire, dans un premier temps, c'est que la première insécurité dans le pays, c'est l'insécurité sociale qui est menée par ce gouvernement, qui attaque avec une violence extraordinaire l'ensemble des aspects de la vie personnelle des personnes. Donc, si on a effectivement des gens qui se révoltent et des gens qui sont en colère, qui ont des légitimes colères, il ne faut pas s'étonner, ce n'est que la conséquence de cette politique. Alors pour nous, il nous faut une police municipale, mais qui soit une police municipale de prévention. De prévention. Qu'il y ait également des éducateurs qui puissent être renforcés dans les quartiers. Je crois que je vais prendre mon temps de parole quand même. Oui, non, parce que je vais vous le couper, votre temps de parole, Madame Wittevert. Et puis surtout, supprimer les caméras de surveillance qui n'ont absolument aucun effet sur la délinquance et qui ne fait que reporter d'un quartier à un autre éventuellement les problèmes constatés. C'est entendu. Olivier Falorni, vous voulez renforcer la police municipale. Oui, la sécurité, c'est la première de nos libertés, et une politique de sécurité qui marche est une politique qui marche sur ses deux jambes, prévention, dont on a réduit les crédits, et répression. Ça passe notamment par une police municipale renforcée la nuit. Ça passe par des postes de police de proximité dans les quartiers, et la nuit aussi. Alors, dans un débat... je dois avouer que j'ai failli tomber de ma chaise quand le maire sortant a dit « Ah non, moi je ne veux pas de police de proximité dans les quartiers la nuit parce que je n'assurerai pas le stockage d'armes. » Écoutez, tout le monde pourra voir le replay. Tout le monde pourra voir le replay. Maire de la nuit pour être Monsieur Fontaine a peur d'assurer la sécurité du stockage d'armes dans les postes de police de proximité, et il ne pourrait pas, Monsieur Léal pourra confirmer ses propos, il ne pourrait pas assurer. Donc c'est un renoncement absolu et un déni que nous avons subi là aussi pendant 6 ans. Il faut de la police de proximité, il faut rétablir l'îlotage, il faut aussi des caméras de surveillance, effectivement, la conversion tardive et subite de Monsieur le maire qui a voté au dernier conseil municipal l'extension au-delà du centre-ville, atteste qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui dans les quartiers parce qu'on ne peut plus tolérer les trafics de drogue, l'insécurité montante et les phénomènes d'incivilité particulièrement insupportables. Jean-Marc Soubette, vous voulez supprimer la vidéosurveillance ? Supprimer la vidéosurveillance, mais d'une manière plus générale, il faut fabriquer les politiques de sécurité autrement. Martine Wittevert évoquait les différentes insécurités qui touchent aujourd'hui les citoyens. Leur donner un minimum social garanti, c'est les sortir de ces précarités. Et puis sur le domaine privé, sur la vidéosurveillance, aujourd'hui, c'est comme les cadeaux bonus. Vous tirez le bon cadeau et puis c'est la solution à tout. Non. Bien évidemment, la solution, c'est d'abord l'éducation, c'est bien sûr la prévention, et c'est avant tout la présence humaine. Aujourd'hui, l'État n'est plus présent sur nos quartiers, ou plus suffisamment présent. C'est désengagé, donc il faut remettre avec le département, avec la communauté d'agglomération, avec la ville de La Rochelle, il faut remettre de l'humain sur le territoire, il faut fabriquer avec les citoyens ces politiques de sécurité. Bruno Léal, vous êtes un des seuls autour de cette table à avoir proposé quelque chose d'assez novateur. Vous parlez dans votre programme de brigade de police municipale équestre. Nous avons sur ce sujet-là également une politique très équilibrée. Moi, je voudrais effectivement dire que pendant 6 ans, j'ai vu M. Fontaine freiner des cas de fer pour étendre la vidéoprotection et qu'il a attendu le dernier conseil municipal dans le contexte électoral pour le faire. Moi, je propose quoi ? Première idée, la mairie doit aux citoyens la tranquillité et la sécurité.
2 jambes, 2 leviers, la prévention, l'éducation, effectivement, on est d'accord, mais un réalisme quant à la surveillance et à la sanction. Plus de caméras, plus de policiers municipaux, des postes de police, effectivement, notamment à Mireuil, à Villeneuve-les-Salines. En centre-ville, une police équestre, une police montée, qui est apaisante et qui est élégante, mais qui voit aussi loin, puisque le cheval permet une certaine altitude de vue. Et puis, je voudrais aussi mettre fin à l'insécurité que provoque l'extinction totale des feux, des lumières dans la ville à partir d'1h du matin. Je voudrais qu'on équipe nos rues de détecteurs de présence progressivement pour que, effectivement, à partir d'1h du matin, les rues sont dans la pénombre, mais quand un passant nocturne passe, ça s'allume et ça sécurise le trajet des passants du soir et de la nuit. Mais je vais pouvoir vous répondre positivement, instantanément. Ce dispositif est en train de s'installer dans le parc Charruillet parce que c'était une demande. Et effectivement, c'est un dispositif qu'il faudra généraliser. Pourquoi ? Parce que l'extinction la nuit est un élément très important pour la biodiversité. Nous étions la dernière commune de l'agglomération de ne pas l'avoir fait, mais il faut aussi prendre en considération des demandes de cette nature. C'est la raison pour laquelle, dans le parc Charruillet, actuellement, est en train de s'installer ce dispositif de détection de présence. Mais pas seulement, c'est pas suffisant à mon avis. Il faut le prévoir dans toute la ville, de façon programmée au cours de la mandature. L'éclairage, c'est un vrai problème à régler. Effectivement, c'est un problème, mais c'est un problème qui est apparu, qui n'a pas toujours existé. Donc c'est une conséquence en fait de la décision d'une décision qui a été prise. Et effectivement, sont principalement concernées, par exemple, les femmes qui sont obligées d'embaucher à 5 heures du matin ou qui débauchent très tardivement. Et évidemment, ça produit un sentiment d'insécurité. C'est ça qu'il faut entendre. Nous sommes effectivement pour une gestion intelligente des ressources, de toutes les ressources, et notamment au niveau des lumières. Tout comme au niveau des déchets. Par exemple, on n'a pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'occasion de dire 2 mots, mais moi je m'étonne. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'innovation aujourd'hui pour le ramassage de déchets ? Nous avons fait quelques recherches et nous avons trouvé des solutions hyper miraculeuses. Et je vous assure, il n'y aura plus de problème au niveau des déchets avec nous dans le centre-ville. Il n'y aura plus d'accumulation. Il existe des sondes, par exemple. Pourquoi est-ce que ça n'a jamais été utilisé ? Voilà. Jean-Marc Soubest. Dès qu'un conteneur est plein, la sonde déclenche la venue du camion qui relève. C'est déjà fait. Et ça marche par aspirateur, hein, c'est ça. Oui. Voilà. Sur les limites du en même temps ou de l'écologie du mai. C'est le nouveau monde. On veut planter des arbres partout, on veut végétaliser la ville. C'est pour, bien sûr, les îlots de fraîcheur, mais c'est aussi pour la biodiversité. Or, aujourd'hui, on veut remettre de la lumière partout. Et c'est l'inverse, finalement, de l'objectif de la diminution de l'éclairage public. C'est ça le premier objectif de la loi qui impose aux collectivités de diminuer leur éclairage, outre les économies que ça peut faire. Mais c'est un détecteur de présence s'allume quand quelqu'un passe et se rééteint ensuite. À cette limite-là, que certaines bonnes intentions se révèlent contre-productives. J'ai rencontré 2 jeunes filles en service civique il y a quelques jours qui m'ont dit, elles travaillent le soir, elles finissent à 1h du matin, elles m'ont dit qu'elles étaient plutôt sensibles aux questions environnementales, qu'elles rentraient à pied avant, et que maintenant, elles prennent leur voiture parce que ça n'est pas éclairé. Donc on voit bien que les bonnes intentions, et je ne le conteste pas, se transforment effectivement en effet boomerang, et des jeunes filles prennent la voiture au lieu de marcher ou de prendre le vélo. C'est quand même un sacré problème. D'où l'importance de la citoyenneté dans je suis ces femme décisions. Et je rentre quelquefois tard la nuit dans mon quartier qui n'est plus éclairé à partir de minuit. Et je peux vous dire que effectivement, c'est angoissant en tant que femme de se retrouver dans un quartier totalement dans le noir. Alors à ce moment-là, il faut prévoir. Mais je dirais que je ne suis pas seulement à pied. Et en vélo, c'est tout à fait pareil. Parce qu'on ne voit pas les nids de poules dans les pistes cyclables. Toutes les pistes cyclables sont dans un état désastreux. Et quand non seulement je peux vous dire, moi, je rentre sur Tadon et prenez la piste cyclable qui longe le Marais, vous allez voir. Sur le boulevard de la République, là. Mais, et simplement, je voulais ajouter une chose, parce que par rapport aux pistes cyclables, il y a aussi un autre danger, et c'est celui des passages piétons. Parce que quand toutes les rues sont éteintes, on ne voit plus même les passages piétons. Les vélos qui passent au passage piéton, on ne les voit pas. Donc il faut à minima éclairer les passages piétons pour pouvoir assurer la sécurité au moins des piétons et des vélos qui traversent, quoi. Ça, c'est un minimum. Moi, ce débat qu'on vient d'avoir sur l'éclairage nocturne m'amène à une conclusion toute simple. Quelle que soit la décision, il faut d'abord penser aux Rochelais,
oublier les dogmes, oublier les certitudes et penser toujours aux conséquences pratiques, aux conséquences du quotidien de ce qu'on décide pour les Rochelais. Justement, cette décision... mais il reste 3 minutes, on n'a pas parlé de la citoyenneté. Justement, est-ce que les Rochelais ils vont avoir davantage de pouvoir décisionnel pendant la mandature du maire? Si on C'est important. Jean-Marc Soubès, vous avez un peu de retard. C'est important et une des premières mesures que l'on propose aux Rochelais, c'est, parce que l'urgence climatique est notre principale boussole, c'est ce forum des transitions. Et ce forum des transitions, bien sûr, il va aborder toutes les transitions nécessaires. Transition écologique, bien sûr, transition économique, les questions d'urbanisme. Les Rochelais auront leur mot à dire, c'est ça? Tout à fait. Et puis des ateliers dans les quartiers où on va travailler sur redessiner les quartiers. Aujourd'hui, on peut proposer des mesures, mais il faut, pouvoir les financer, et 2, que les Rochelais aient envie de les mettre en place. Et ça, tout n'est pas gagné. J'ai dit en introduction que le bétonnage et l'enfumage avaient été les 2 mamelles de la politique urbanistique de cette ville. Le bétonnage, j'en ai parlé. L'enfumage des citoyens, c'est une question de citoyenneté à régler. C'est pour ça que nous proposons la création d'un comité de respect de l'identité architecturale de nos quartiers qui intégrerait des professionnels, des élus et des citoyens pour que les projets urbanistiques impactants soient traités en amont. Il y a vraiment eu un énorme problème d'écoute, de concertation avec les citoyens, en matière d'urbanisme notamment, et il faut respecter l'identité architecturale des quartiers, et qui de mieux que les citoyens peuvent le faire. Martine Wittevert, vous étiez, sur consulter les citoyens, il fallait associer un petit peu plus grandement les Rochelais. Bruno Oléal, c'est aussi votre vision des choses, essayer de voir un petit peu la tendance, la température et prendre les décisions? Revoir la gouvernance municipale. Hier soir, j'étais en réunion publique, on m'a encore dit, le maire ne répond pas au courrier. Le maire doit être un maire accessible. C'est une obligation. Mais il faut effectivement considérer que pendant 6 ans, on ne peut pas avoir un chèque en blanc. Il faut avoir constamment ce dialogue avec les Rochelais. Nous, on propose quoi? On propose un référendum local pour toute décision structurante. On propose un conseil municipal des jeunes pour initier la jeunesse à la citoyenneté. On propose un conseil des sages. On propose un budget participatif et on propose une vraie collaboration avec les comités de quartier. Passe à l'écoute des administrés, c'est souvent ce qu'on entend par rapport à votre gouvernance. Écoutez, c'est assez simple. J'ai dû animer 600 réunions publiques dans notre ville. Et je crois que notre député n'a jamais rendu compte de son mandat pendant cette période. Écoutez, et donc je vais continuer, je sais que ça vous gêne, en tout cas, mais je vais continuer. J'ai fait 600 réunions publiques sur la ville pendant ce mandat. En fumage. Et donc, pendant ces réunions, nous construisons la ville. Prenons des exemples concrets. J'aime la précision et le concret. Tout le grand programme de Villeneuve a été construit par le collectif des associations, par le Conseil citoyen. Nous faisons un aménagement actuellement dans un quartier du Prieuré. Il est en train de naître avec les citoyens. Jean-François Fontaine, il est temps de passer. Tout cela, eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, parce qu'il est temps de passer à vos conclusions. 30 secondes chacun, pas une de plus, s'il vous plaît, pour nous dire finalement pourquoi choisir votre liste et pas une autre. Jean-François Fontaine. Non, Jean-François Fontaine, c'est à vous. Bien, écoutez, nous sommes à la fin d'un mandat dans lequel nous avons tenu tous les engagements que nous avions pris. Et nous rendons compte dans notre programme de ce que nous avons dit, ce que nous avons fait et ce que nous ferons. Ce que nous ferons, c'est déjà inscrit dans une partie de nos programmes, puisque ce que nous ferons, c'est aménager la gare, c'est refaire le beau quartier de Villeneuve, c'est d'amener des emplois publics à Mireuil avec les archives municipales, c'est de protéger le quartier de Portneuf, qui en a bien besoin. Et puis c'est surtout essentiellement continuer à créer de l'emploi à La Rochelle, parce que ça a été vraiment un élément important de ce mandat. 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, en matière d'emploi, nous proposons un accompagnement de 1000 entrepreneurs sur la durée de 6 ans. Ce que je voulais dire, c'est que nous voulons placer le Rochelais au centre de toutes les préoccupations. Ça, c'est très important. Nous sommes le peuple. Nous voulons donner la parole aux gens. Nous voulons faire avec eux et non pour eux. Ce que nous voulons aussi, c'est construire une ville qui nous ressemble vraiment. Nous voulons que La Rochelle, l'avenir, c'est pas quelque chose qui nous attend, mais c'est quelque chose que nous allons construire ensemble. Merci beaucoup. Martine Wittevert, vous avez 30 secondes. Alors, dans ce scrutin, il y a plusieurs candidats qui sont issus de la majorité sortante qui a relayé au plan local la politique désastreuse du gouvernement et de La République En Marche. Donc ce que propose La Rochelle en commun, c'est en totale rupture avec cette politique. Nous serons des élus militants pour redonner du sens à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et pour défendre notamment en termes de transparence au regard de la vie politique locale, nous proposons de mettre en place un observatoire des engagements et le référendum révocatoire en cas de manquement à nos engagements.
Merci beaucoup. C'est à Olivier Falorni pour la conclusion. 30 secondes. Oui, ce débat a montré que La Rochelle devait trouver un nouveau souffle, entrer dans une nouvelle ère. Pour cela, à titre personnel, j'ai l'enthousiasme, j'ai l'énergie, j'ai l'expérience. Et puis j'ai surtout avec moi une équipe à la fois compétente, cohérente, et puis surtout indépendante. Et finalement, j'allais dire en conclusion que tous les candidats autour de la table ont envie d'agir pour La Rochelle. Mais notre différence, ma différence, c'est que moi, je veux agir avec les Rochelais. Merci beaucoup, Jean-Marc Soubest. Oui, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient des urgences sociales et urgences climatiques. Il serait illusoire de penser que les hommes qui ont gouverné depuis une vingtaine d'années la ville de La Rochelle soient en capacité de faire face à ces urgences. Il faut changer de braquet. Il faut aujourd'hui donner à La Rochelle une boussole qui soit celle de la réponse à ces urgences sociales et environnementales. Les Rochelais y sont prêts. Nous y sommes prêts et nous proposons aux Rochelais un programme complet pour les mener vers cet horizon. Merci beaucoup, Bruno Léal, vous êtes le dernier à parler. Merci. Moi, je propose aux Rochelais de tourner la page de ce duel fratricide qui n'a plus aucun sens. Je propose aux Rochelais de faire le choix de la cohérence, de faire le choix de l'apaisement, de faire le choix du rassemblement, de faire le choix du changement pour mener une politique équilibrée en tout point et qui aura au cœur les Rochelais, parce que les Rochelais, c'est la préoccupation première d'un maire et d'une équipe municipale. C'est la fin de ce débat. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Gérald Paris, et merci à vous six. Tout de suite, je passe le relais à Laïd Beritane et Vincent Hulin de France Bleu Poitou pour l'autre débat de la soirée consacré à municipal de Niort. Bonne soirée.